Bonjour Alexis Leporte, merci de nous rejoindre cette semaine sur ce podcast pour échanger non pas sur une actualité, non pas sur un projet, mais sur ton parcours d'ancien directeur innovation de la banque Odo BHF, un établissement très connu en France. Je dis ancien parce que depuis quelques semaines, tu n'es plus directeur de l'innovation à Odo. Tu as décidé de faire le grand saut dans le Web3 et de quitter ton job pour te lancer à fond dans cet écosystème. On va voir qu'est-ce qui t'a persuadé de faire ce choix. Pourquoi tu as fait ce choix, hein? Qu'est-ce qui manquait à ton job de responsable innovation à directeur d'innovation à Odo BHF? Et surtout faire un petit point sur tout ce que vous avez fait à Odo, puisque vous avez investi notamment dans CoinHouse il y a quelques mois parmi vos nombreux faits d'armes de cet écosystème. On va voir justement comment vous avez réussi avec vos équipes, tes équipes, à aller dans cette direction, faire un petit état des lieux, puisque tu es là depuis 2017, de cette acceptation des banques et du Web3 et des innovations qui en découlent aujourd'hui. Donc, je suis très content de pouvoir le faire avec toi sur ce podcast cette semaine et puis de regarder où tu vas aller, sachant qu'il y a déjà une des indications sur ta nouvelle vie depuis 2, 3 jours, puisque nous avons annoncé avec une partie de mes associés sur Cryptost un nouveau lieu, une nouvelle entreprise, un nouveau challenge de notre côté, lancer le premier incubateur accélérateur du Web3, plus gros d'Europe, 800 mètres carrés dédié à l'innovation à Angers, dans lequel tu es un de nos mentors aux côtés de Mark Zeller notamment, et quelques advisors que vous connaissez bien sur ces podcasts qui nous épaulent sur Q3 comme Owen Simonin ou Faustine Fleuret de la DAN qui est d'ailleurs partenaire. Et donc toi, tu seras un de nos mentors, le mentor financement, parce que tu es spécialisé aussi sur le financement. On parlera aussi du financement des startups, comment ça marche. Donc je suis très content de te recevoir aujourd'hui. Un long podcast en prévision, mais ultra passionnant parce qu'on va regarder tout ça en fil rouge. Je t'ai présenté pas mal déjà, mais je te laisse la parole. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur ton parcours, s'il te plaît, Alexis, avant de voir pourquoi tu as décidé de faire ce grand saut? Non pas dans le vide, mais un grand saut quand même dans le Web3. Bien sûr, bah écoute, déjà merci Valentin de me recevoir, hein. C'est vraiment un plaisir et un honneur que d'être invité dans ton podcast. Donc je connais quelques-uns de tes invités précédents. Bah oui, comme tu le dis, bah déjà merci aussi de m'accueillir dans ton projet. Je savais pas si on allait en parler aujourd'hui parce que la nouvelle est très très fraîche, mais je suis ravi de t'accompagner et en tout cas de faire ce que je peux pour accompagner toutes les startups que tu vas accompagner dans ton incubateur. Donc je trouve l'initiative est quand même, on va dire, très ambitieuse et je pense que vous avez tous les moyens de y arriver et en tout cas d'apporter une aide vraiment précieuse à toutes ces startups. Ouais, effectivement, ça fait 3 semaines maintenant que j'ai quitté le groupe Odo dans ce grand pari. Si tu veux, mon parcours très rapidement, alors c'est assez marrant parce que tu sais, il y a eu toujours ce truc de connecting the dots. Quand tu revois ta vie un petit peu en arrière, c'est toujours un peu plus facile de faire le lien. Mais en fait, j'ai commencé directement dans la décentralisation parce que mon premier job a été chez Skype en France, il y a un peu plus de 15 ans, à l'époque où Skype venait d'être racheté par eBay. Voilà, ils avaient racheté PayPal un an avant, ils venaient de racheter eBay. L'objectif, c'était de faire la plateforme de e-commerce, le moyen de paiement et la plateforme de communication. Et en fait, j'ai découvert le peer-to-peer à l'époque. Alors, pour ceux qui se rappellent pas, parce que Skype existe plus trop aujourd'hui, en fait, c'était les gens qui avaient fait Casa, les gens qui avaient fait Skype, et puis après, j'ai travaillé pour eux chez Just. Mais j'ai découvert ce que c'était que le peer-to-peer à l'époque. J'avais trouvé ça assez génial. Donc les nœuds, les super nœuds, c'est un truc que j'ai découvert vers 2005-2006, avant le Bitcoin. Et donc j'ai travaillé un peu plus d'un an pour eux. Je suis parti après en Angleterre pour rejoindre les rangs de leur nouvelle startup qui s'appelait Just, qui faisait en fait un peu ce que fait Netflix avant que Netflix se mette vraiment dans le streaming. L'idée c'était de récupérer en fait tout le contenu des producteurs de contenu et de faire une sorte de super plateforme. On allait remonétiser tout ça. Euh, Projet super intéressant, surtout avec les mêmes fondateurs de Skype, donc c'était vraiment dans la lignée de tout ça. Je suis ensuite rentré en France, j'ai monté 3 sociétés, dont une que j'ai revendue au groupe Amaury, qui faisait de l'achat groupé, voilà, qui s'appelait clubdeal.com. Aventure extraordinaire, voilà, j'ai lancé ça, j'avais 27 ans. On est monté jusqu'à une soixantaine de personnes et on a revendu la société au bout d'un an et demi. Donc voilà, je suis passé du canapé de mon associé à une revente au bout d'un an et demi. Donc j'ai vécu toutes les étapes de cette vie entrepreneuriale, toujours passionné par la tech. J'ai remonté après une agence de conseil en stratégie digitale. Et puis au bout de 5 ans, j'ai travaillé quand même pour beaucoup de clients. Et au bout de 5 ans, voilà, je me suis dit le conseil c'est très bien, mais j'ai quand même envie de retrouver un peu l'impact qu'une boîte comme Skype avait pu m'apporter à l'époque, parce qu'il faut se remettre un petit peu dans le contexte. Skype, c'était une boîte qui a vraiment complètement changé une industrie, qui changeait le monde. On recevait des mails extraordinaires
de personnes qui me disaient, bah voilà, grâce à vous, j'ai pu reconnecter avec ma famille qui était en Afrique ou qui était en Amérique du Sud. C'était compliqué de leur parler parce qu'à chaque fois que je les appelais, je pouvais rester 1 ou 2 minutes. Et là, on peut passer des heures au téléphone gratuitement. Voilà. Donc, il y a eu un impact sociétal qui était majeur. Un produit qui était un produit assez extraordinaire, qui marchait tout seul parce qu'il était viral by design, on va dire. C'est-à-dire que Skype, c'est intéressant que si la personne en face de toi a Skype aussi. Donc, du coup, en fait, tout le monde se passait le mot et ce qui a fait que le logiciel s'est téléchargé. Enfin, quand je suis rentré chez Skype, on était, je crois, à plus de 600 millions de downloads, qui est quand même pas mal. Donc voilà, et donc je me suis dit, bon, recherche d'impact. Je dis, bon, quelles sont les industries qui n'ont pas été encore complètement impactées par la tech? Là, on se situe en 2017. Donc, je fais un peu, voilà, ma petite due diligence personnelle et je me dis, mais en fait, la finance, il s'est pas passé grand-chose depuis longtemps. C'était un peu avant le boom de toutes les fintechs des 5-6 dernières années. Et je me dis, bon, voilà, on est sur la même tech qu'il y a 30 ans. La relation digitale a pas beaucoup changé. Et je me dis, bon, je vais essayer de rentrer dans la finance. Et j'ai eu la chance de pouvoir, bah voilà, rencontrer Odo BHF, rencontrer Philippe Odo et rentrer dans ce groupe, donc il y a un peu plus de 5 ans, pour devenir Chief Innovation Officer de Odo BHF. Et donc, je me suis vraiment éclaté. Il faut dire que c'est une boîte assez extraordinaire. Pour ceux qui, enfin, tu l'as un peu présenté, mais c'est une banque indépendante, franco-allemande, qui aujourd'hui a plus de 140 milliards d'actifs sous gestion. Voilà, on fait banque privée, asset management, on fait du commerce, enfin du financement du commerce international. Voilà, il y a une dizaine de métiers, donc c'est très varié. Et donc j'ai travaillé avec tous ces métiers-là pour leur expliquer l'impact de diverses technologies. Donc, il n'y a pas que la blockchain. Je sais qu'aujourd'hui, on va parler beaucoup de blockchain, mais aussi de tout ce qui est data, intelligence artificielle, digitalisation de process, etc. Et ce qui est assez rigolo, c'est que je suis arrivé en fait en 2017 à la fin du bull run, enfin de ce bull run-là. Donc, je suis arrivé, tout le monde m'a sauté à la gorge. Alexis, c'est quoi le Bitcoin? Qu'est-ce que c'est? Alors, on parlait pas encore beaucoup de blockchain à l'époque, mais qu'est-ce que c'est que le Bitcoin? Apparemment, ça sert à financer le terrorisme, etc., etc. Et on m'a D'accord. demandé au bout de 2 semaines, est-ce que tu peux venir dans le board du groupe expliquer ce que c'est que la blockchain? Et alors là, bon, j'avais lu un peu comme tout le monde pas mal d'articles sur le Bitcoin, mais là, je me dis, bon, il va falloir que je rentre quand même un peu dans le creux des choses. Donc, j'ai fait une petite presse. Et c'est vrai que là, enfin, j'ai eu une sorte de choc, voilà, La parce que révélation. ouais, parce que c'est pas tous les jours qu'on tombe en fait devant une techno qui est aussi, on va dire, impactante que celle-là. Voilà, moi, ça faisait une quinzaine d'années que je travaillais dans le digital, donc finalement, ça faisait 15 ans qu'on travaillait sur la digitalisation de plein de services. Donc, c'est-à-dire, on prend tout le monde, on va dire, qui était brick and mortar, et on va le digitaliser avec toutes les problématiques que ça peut avoir à droite à gauche. Là, on était quand même sur un changement de paradigme. Et la décentralisation, comme je t'ai dit, j'avais été un petit peu, j'avais mis le doigt dedans à l'époque avec Skype. Je me dis, mais en fait, c'est absolument génial. Et le fait de pouvoir envoyer de l'argent, ou n'importe quoi d'ailleurs, à l'autre bout du monde en un quart de seconde à quasiment zéro frais, sans passer par aucun intermédiaire, si ce n'est la blockchain, j'ai trouvé ça absolument fascinant. Donc voilà, donc j'ai fait intervenir pas mal de gens. Alors, on a travaillé. Alors, je peux pas tout dire parce qu'évidemment, je suis plus chez Odo, donc c'est aussi à eux de prendre la parole pour leur place. Mais on a travaillé avec Consensus à l'époque, qui venait d'ouvrir Ok. son bureau en France. Donc j'ai rencontré voilà des gens incroyables comme Jérôme de Tichet, que tu connais forcément. Bien sûr, Consensus, qui est Euh, pour les plus récents, qui est toujours d'ailleurs une entreprise très importante dans l'écosystème, qui est derrière MetaMask. On en a beaucoup entendu Exactement. parler ces dernières semaines avec cette inquiétude autour des accès de MetaMask qui n'en était rien. C'est Consensus qui l'a développé. Et puis, effectivement, fut une époque qui est moins vraie maintenant. Ils étaient beaucoup implantés en France et ils faisaient beaucoup de conseils. Donc, ça a été l'une des entreprises pionnières dans notre industrie qui apportait un petit peu d'incarnation là où avec Bitcoin et autres, c'était justement assez fade jusque-là. Bah oui, et puis surtout, c'était les seuls à faire du conseil, on va dire vraiment non dégène, j'ai envie de dire, euh, pour des institutionnels. C'était vraiment leur mission en fait à l'époque de se dire on va ramener toutes les banques centrales, toutes les grandes institutions, dans la compréhension et tout ce qui est pédagogie autour de qu'est-ce que c'est Ethereum, c'est quoi la blockchain, à quoi ça va servir, et après derrière développer des cas d'usage. Voilà, donc on a un peu travaillé avec eux, et là en fait, au fur et à mesure, j'ai eu vraiment des sortes de révélations cognitives, de dire, mais en fait, ça peut servir à ça, mais en fait, ça peut servir à ça, mais en fait, ça peut servir à ça. Et la chance que j'ai aussi chez Odo, c'est que, en fait, on a eu tellement de métiers
que j'ai regardé un petit peu, si tu veux, l'impact de cette techno, court, moyen, long terme, sur Ok. chacun des métiers. Ok. Et en fait, je me dis, ça impacte chacun des métiers. Oui. Et puis après, bon, évidemment, bah, tu t'intéresses, quand tu tombes un peu dans le rabbit hole, comme on dit, tu regardes, mais en fait, tu dis, mais en fait, bah, il n'y a pas que la finance, il y a aussi bah, plein d'autres sujets qui vont être impactés par cette technologie. Et Et justement, mais ça, on a vu effectivement un tas de départements se créer dans ces ouais, années-là, justement, 2017-2018, à la fin du premier bull market le plus médiatisé, en tout cas, parce que c'était pas le premier. Et ce qui était très amusant, c'était de voir l'approche. Et toi, tu as vu toutes les approches, tu as vu tous les cycles. Que ça soit effectivement d'abord Bitcoin, c'est nul, ça finance le terrorisme, puis en fait, la blockchain, c'est super. Puis de la blockchain, c'est super. Aujourd'hui, c'est les monnaies numériques de banque centrale, c'est les métavers, c'est les NFT. C'est justement, toi, tu as suivi tout ce narratif-là. C'est super intéressant de ton œil de responsable à l'aide de l'innovation, Dodo, justement de le creuser un petit peu, mais histoire de bien comprendre, quand effectivement tu tombes dans ce rabbit hole, le trou du lapin, ce qui n'est pas encore le Web3, de ce qu'est les actifs crypto. Euh, ouais, et c'est très important qu'on revienne sur ce point-là parce que je trouve qu'il incarne au mieux ce rabbit hole. C'est que tu te rends compte effectivement que ça touche tous les métiers, mais que c'est peut-être la seule industrie qui va venir chercher tous les domaines de l'économie, tous les domaines de la philosophie, tous les domaines de la finance, tous les domaines de la technologie, et qui du coup va chercher les plus enfin ouais, les plus visionnaires entre guillemets de chacune de ces catégories pour les mettre ensemble. Et Odo était l'une des premières entreprises privées, des premières banques à faire ce pari-là, au moins en interne, et à sortir du bois il y a quelques mois. On parlera de Coinhouse tout à l'heure, quand vous êtes sorti du bois un peu violemment avec cette news très ouais, importante. Toi, tu as vu tout ça du c'est coup. vrai. Ouais, non, c'est vrai. En fait, bah, on a eu, comme tu viens de le dire, hein, on a eu tous les narratifs, et c'est vrai que, alors, c'est drôle parce que bon, évidemment, il a fallu expliquer la blockchain parce qu'on parlait que de Bitcoin et un peu d'Ethereum quand même à l'époque. Et il a fallu expliquer, mais en fait, derrière, il y a quand même une blockchain, enfin derrière ou devant d'ailleurs, hein, ça dépend d'où on se situe, sur le même sujet, mais voilà, il y a eu la blockchain et en fait, on est parti sur la tokenisation. Et en fait, la tokenisation, c'est quelque chose qui est quand même, on va dire, pour des financiers, qui est beaucoup plus simple à comprendre. Parce que là, on parle de choses, on va dire, voilà, on va tokeniser en fait des actifs du monde réel, on va pouvoir les rendre liquides, on va pouvoir les fractionner, on va pouvoir faire tout ce que vous voulez. Et là, tout de suite, j'ai eu leur écoute. Alors après, bon, évidemment, c'est pas aussi simple que ça, parce que comme tu l'as dit, il y a eu beaucoup de départements qui se sont montés. D'ailleurs, il y a des départements qui existent encore et qui travaillent, je le sais, sur des sujets qui sont quand même très intéressants. Mais en fait, on est quand même bridé par la régulation. C'est-à-dire Sacré qu'il y a quand même, NDA. bah, Sacré bah NDA. ouais, il y a quand Sur les même belles beaucoup de choses, on choses. n'aura que ça. Bah, ouais. Non, mais écoute, en fait, je pense qu'on a tous eu plein d'idées. Et à un moment donné, on se dit, bon, de toute façon, il y a quand même le changement va pas se faire de manière Mm. radicale. C'est-à-dire que tu peux pas remplacer, toutes tes banques ont un sujet de legacy aujourd'hui. C'est-à-dire que elles ont investi des centaines de millions, voire des milliards d'euros dans des systèmes IT, parce que la banque, c'est quand même beaucoup de tuyauterie. Il y a des gens qui fabriquent des produits, qui distribuent des produits, mais après, derrière, il y a quand même toute cette infrastructure d'échange. C'est pas quelqu'un qui quand même connaît la blockchain par cœur et qui je vais apprendre ça. Et on a quand même la sécurité et la mise en place de ces systèmes qui peuvent être très complexes, bah, prend des années. Alors que les projets sont des projets qui sont de longue haleine, et c'est quand même beaucoup d'argent qui est investi. Voilà, parce qu'on parle de l'argent des gens. Voilà, c'est quand même, c'est un sujet qui est au-delà d'important. C'est-à-dire qu'on parle les banques, c'est de la confiance, mais la confiance, elle vient par la sécurité. C'est de dire, en fait, ben, on va vous confier vos assets. Certes, on va les placer dans des endroits X, Y, Z, enfin dans des produits plutôt X, Y, Z, mais après, derrière, c'est la sécurité. C'est-à-dire le fait de pouvoir appeler sa banque et dire, tenez, ben, je place mon argent chez vous, puis vous me le rendrez, puis il faut pas qu'il disparaisse. Donc la sécurité est quand même super importante. Donc on n'est pas dans un monde, en fait, où on va dire la blockchain ou l'infrastructure, en tant qu'infrastructure d'échange, le changement ne va pas se faire du jour au lendemain. Et je crois qu'aujourd'hui, tout le monde a compris. On a le pilote régime qui vient d'arriver, qui va être en fait un grand bac à sable pour que toutes les banques, justement, commencent à apprivoiser ce sujet-là, commencent à interagir entre elles, parce que évidemment, c'est toujours le sujet. Aujourd'hui, il y a plein de banques qui ont leur propre IT. Bah, la blockchain change complètement ce paradigme parce que en fait tout le monde peut être sur la même infrastructure, ce qui est une vraie révolution, c'est un vrai changement de paradigme. Ouais. Mais derrière, il faut que les banques puissent tester pour être sûr que le jour où on passe vraiment en prod et on passe vraiment à l'échelle, bah, en fait on puisse apporter le même niveau de sécurité qu'on a aujourd'hui, on va dire, dans le système classique. Voilà. Même si la blockchain, on va dire, dans ses vertus,
peut en apporter, à des éléments de réponse. Mais on voit aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal de hacks, il y a des smart contracts qui se font hacker, etc. Donc voilà, il faut que tout cet univers-là puisse monter en compétences. C'est-à-dire qu'on a eu, je pense, une première étape, on va dire 2017, 2022, de pédagogie, vraiment de compréhension et d'appropriation du sujet par les institutionnels. Et là, on va rentrer dans une deuxième étape, peut-être un deuxième cycle de 5-6 ans, où on va passer dans un stade plutôt de test et de production pour que justement tous les institutionnels puissent monter en compétences, avoir les compétences techniques en interne et mettre en place toute l'infrastructure qui sera l'infrastructure de demain. Je pense qu'il y a plus aucun doute sur le fait que la blockchain sera l'infrastructure de demain. On a même vu, tu parlais de CBDC tout à l'heure, mais on a eu, je crois que c'était en novembre, pas mal de banques centrales qui se sont retrouvées au Louvre pour parler justement de la place des banques centrales dans un monde tokenisé, ce qui prouve quand même le sérieux du sujet. Ouais. Voilà. Mais ça va prendre du temps. Voilà. Et effectivement, ce cycle-là, il s'était incarné. Je trouve que le point de bascule au Louvre est le bon, où il y avait tous les banquiers centraux en visio ou en présentiel, qui donnaient leur état des lieux de où est-ce qu'ils en sont d'un point de vue vision, d'un point de vue réglementation. Mm. On parlait des monnaies numériques de banque centrale, c'est le fameux e-euro qui devrait arriver en 2027, le yuan qui existe déjà depuis quelques mois, depuis même plus longtemps d'un point de vue de la création, mais qui circule lourdement depuis quelques mois en Chine, avec tous les risques qu'on connaît. Ouais. Et effectivement, on voyait un petit peu la position des stablecoins aussi, c'était très intéressant. Et on a appris donc que l'e-euro, ça serait pour 2027. On suivra ça avec attention. Mais tu as raison sur ce point de bascule. Mais dans ta vision, ce qui est assez amusant, c'est, on va parler dans quelques minutes de pourquoi tu as pris ce pari de quitter la banque avec tous les avantages que tu nous cites là pour te lancer dans le Web3. On va décortiquer ça ensemble parce que c'est super intéressant. Mais quand tu arrives en 2017, dans un environnement bancaire après presque 10 ans de création de Bitcoin qui justement a été créé pour partir de ce système bancaire. On le sait, Satoshi Nakamoto, 2008, crise des subprimes, il faut un système alternatif, sentir de confiance. A priori, c'est souvent l'incompréhension des gens, c'est pas pour les banques et c'est même contre elles. Quand tu viens pitcher cette volonté, quand tu viens expliquer que Bitcoin est un des narratifs de ce nouveau monde, mais qu'il y a plein d'autres applications, c'est là où tu dis Bitcoin c'était nul, mais la blockchain c'est super, on l'a entendu pendant des années. Est-ce que quand même, tu vois, c'est pas assez contre-intuitif de se dire qu'une banque va épouser ce monde-là? Et est-ce que ça a été difficile à faire comprendre autour de toi à cette époque-là? Mais oui et non, je vais te dire, c'est-à-dire que c'est jamais, enfin c'est jamais binaire. Parce qu'on est quand même, enfin j'ai eu la chance d'être entouré avec des gens plutôt intelligents et ouverts d'esprit. Et si tu veux, bon, Bitcoin c'est quand même un objet un peu particulier. Et c'est vrai que Ethereum et on va dire les smart contracts et la tokenisation, c'est un sujet qui m'a vraiment permis de rentrer dans ce sujet-là. Sinon, c'est vrai que bon, tu te dis, enfin, tu peux trouver des proxys, tu vois, comme l'or. On dit toujours, Bitcoin, c'est l'or numérique. Oui, Donc, si tu le considères comme ça, bon, bah voilà, c'est un actif comme un autre, très très volatile. Donc, quand même à toucher avec beaucoup de pincettes. Si tu veux, quand tu es une banque et que tu fais des produits financiers, le but du jeu, c'est quand même de gérer le risque. C'est-à-dire une banque, elle va toujours partir par le risque. Et là, quand tu as une volatilité comme ça, si tu veux, le risque, il est max. Il est max. Donc hyper intéressant, enfin fascinant. En fait, tu vois, c'est pas un objet qui laisse les gens totalement, si tu veux, différent. sur le banc en train. Ouais, voilà, exactement. Il est fascinant. J'ai beaucoup de gens qui m'ont écrit, alors en interne comme en externe, hein, sur justement qu'est-ce que c'est, j'ai besoin de comprendre. Tiens, j'ai fait des tests, si je les mets un peu dans des produits, ça peut exploser, etc. Enfin, c'est assez amusant. Alors on avait aussi des économistes en interne avec qui j'ai eu des discussions absolument passionnantes sur le sujet. Parce que, enfin, tu connais le sujet par cœur aussi, et je pense pas que ça soit l'objet de notre podcast aujourd'hui, mais tu as un enjeu sociétal aussi qui est très fort, t'as un enjeu de bancarisation, parce qu'en fait, en France, je pense que, ou même en Europe, on est quand même très bien bancarisé, et on oublie qu'il y a quand même beaucoup de pays qui ont des monnaies ultra volatiles, où les gens sont très peu bancarisés, et c'est vrai que le Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies comme Ethereum peuvent en fait permettre de bancariser des gens qui n'ont pas accès à ça. Donc, si les gens ont accès à Internet, ils ont accès à un compte bancaire quelque part. Ouais. Parce que Et c'est vrai ouais. on Ouais. oublie philosophiquement que Bitcoin, c'est un moyen de paiement et c'est aussi le token qu'on connaît, le Bitcoin, donc petit b, grand B, et ça fait le tout. C'est-à-dire que c'est et le moyen de paiement et la monnaie.
Donc tu as raison, Ouais. effectivement, quand tu as Internet, tu as du Bitcoin, tu as aussi le moyen de paiement qui va avec, et c'est aussi révolutionnaire de ce point de vue-là. Mais c'est vrai que du Bah, tu coup, vois en ce que tu viens de 2017, il n'y dire, ce avait que pas tu viens de tout. dire. Excuse-moi, Valentin, je te coupe 2 secondes, Mais mais ce que tu totalement viens de raison. dire, c'est exactement ce qui a été compliqué d'expliquer. Et je pense que tous mes amis, alors je parle pas forcément de Odo, mais tous les gens qui avaient mon job un peu dans les institutionnels, c'est le truc qui est le plus compliqué à comprendre en fait, hein. De se dire, c'est à la fois la monnaie, le moyen de paiement. Voilà, c'est ça qui est compliqué. C'est pas pour les gens qui débarquent, c'est pas simple. Ouais, c'est pas intuitif. Mais c'est vrai que Ouais. du coup, en 2017, il y a entre guillemets que Bitcoin. Il y a aussi les autres applications, mais elles sont moins connues. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus d'applications. Alors, ça se passe peut-être un peu plus sur Ethereum, un peu plus sur les blockchains programmables. Et effectivement, tout ce qui est tokenisation, tout ce qui est Web3, tout ce qui est finance décentralisée, sont des sous-narratifs de cet écosystème qui arrivent et qui prennent leur incarnation quelques années plus tard. Et c'est peut-être là, effectivement, qu'on voit davantage de cas d'utilisation possibles pour les banques. JP Morgan s'y penche beaucoup, Odo Ouais. l'incarne d'une certaine manière et d'autres aussi. Et là, effectivement, d'un point de vue de la banque, c'est beaucoup plus compréhensible dans les usages possibles pour eux et pour leurs clients. Bien sûr, et puis surtout, enfin, tu vois, on est quand même dans un monde qui est de plus en plus régulé. Ouais. Et donc, c'est-à-dire que quand même la pression, si tu veux, sur l'IT devient de plus en plus grosse. Et les gens qui, normalement, si tu veux, sont plutôt en relation, en clientèle, etc., ont de plus en plus de paperasse à faire. Donc, sur le côté digitalisation de process est un sujet qui est gigantesque. Mm. Et la blockchain est une vraie réponse à ça. Parce que du coup, quand tu parles de tokenisation d'actifs, tu parles d'actifs programmables. Et donc, du coup, derrière, en fait, tu peux totalement automatiser le back-office. En tout cas, une grande partie du back-office. Et ça, en termes de gain de productivité pour les banques, c'est extraordinaire. Mais encore faut-il y arriver. Ouais. Mais la promesse, je pense, ou la compréhension aujourd'hui des institutionnels, c'est vraiment ça. C'est de se dire, en fait, ça va être une infrastructure. C'est à la fois l'infrastructure, ça va être aussi la représentation digitale des actifs. Alors, c'est peut-être pour le monde financier, le métavers, c'est peut-être ça, hein. C'est Ouais. en fait, c'est les tokens. C'est-à-dire de dire, en fait, on va créer, soit tu as des actifs digitaux qui sont natifs, soit tu vas tokeniser des actifs réels et les représenter sur cette blockchain. En fait, le métavers du monde financier, c'est ces actifs digitaux. Et ça, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui ont compris l'enjeu. Et d'ailleurs, aujourd'hui, la plupart des banques travaillent plutôt sur des sujets de security token que des sujets de Ouais. utility token. Ouais, tout à fait, Voilà. effectivement. Même s'il faut en avoir. C'est-à-dire que ce qui est difficile, c'est d'expliquer que pour avoir des security tokens, bah, typiquement, il faut détenir d'Ethereum ou d'autres d'ailleurs, d'autres d'ailleurs crypto pour pouvoir faire des transactions. Et ça, c'est pas simple encore, ça. Et effectivement, ça a beaucoup évolué. C'est en grande partie le fruit de ton travail depuis 2017. Ça a rentré dans les mœurs et on comprend beaucoup plus ces enjeux. Et justement, Odo, aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises et que je suis bien l'actualité et membre depuis quelques semaines de l'ADAN, l'Association de développement des actifs numériques, incarne une grande partie de cette industrie. Et parmi les faits d'armes que vous avez fait, qui datent d'il y a quelques mois, c'était l'investissement dans CoinHouse. CoinHouse qui est, on ne le présente plus, mais on va le faire quand même, l'une des plateformes françaises pionnières dans l'achat et la vente de crypto-monnaies, qui est l'un des premiers PSAN pour le coup, CoinHouse, Oui. sur le territoire français, le premier même, et qui incarne en grande partie cette industrie française. On a Ledger, Sorare et autres, mais sur l'achat et la vente, c'est CoinHouse. Et c'est l'un donc de vos gros faits d'armes, fruit de cette explication que tu as dû faire au groupe Dodo avec un de tes binômes, puisqu'on se connaît depuis presque un an, pour ne rien Exactement. cacher, Jonathan. Alexis, à nos auditeurs, effectivement, que tu as fait avec ton binôme Jonathan Paille. à Odo. Exactement. Ouais. Et donc, voilà, cette annonce que vous aviez faite il y a quelques mois d'avoir investi chez CoinHouse qui avait fait un petit tremblement de terre dans l'écosystème parce que c'était le milieu bancaire qui allait à la rencontre d'une plateforme d'échange d'actifs crypto. Donc, c'était assez fou. Est-ce que tu peux nous raconter un peu, allez, comment ça s'est, peut-être pas les coulisses, parce qu'il y a des NDA toujours, mais un peu, voilà, Oui. comment on est arrivé à faire ça, comment vous êtes arrivé à faire ça. Non, bah écoute, ouais, alors bon, moi déjà j'étais très fier hein, qu'on arrive à le faire. C'était quand même, si tu veux, le fruit d'un gros travail, d'une grosse réflexion, de se dire, et encore une fois, je pense que je ne trahis aucun secret de chez Odo, mais je pense que il y a eu une compréhension forte du sujet. On a la chance aussi chez Odo BHF, hein, en tout cas ils ont la chance parce que je n'y suis plus. Encore un tic de langage que j'ai. C'est une société qui est détenue en majorité par Philippe Odo. Oui, sa famille. Et donc, on a un processus décisionnaire qui est quand même, on va dire, assez direct. En tout cas sur certains sujets. Et c'est vrai qu'on a eu son sponsorship. Alors dans le monde corporate, on appelle ça du sponsorship. On a eu un sponsorship très fort de Philippe Odo pour justement amener le groupe
dans la blockchain. Alors, quand on m'a dit, Alexis, il faut vraiment qu'on y aille. Maintenant, c'est le moment. On était en plein bull run. Je me suis vraiment creusé la tête en me disant, mais comment on va faire? C'est quoi le meilleur moyen? Pour toutes les raisons que je t'ai citées tout à l'heure, le fait qu'en fait, si on n'est pas encore dans ce monde-là, dans ce monde tokenisé ou dans ce monde Ouais. blockchainisé, donc il y a évidemment une pénurie de talents techniques, etc. sur le sujet, et en même temps, il faut y aller. On a des clients ils ont des clients qui avaient évidemment posé plein de questions sur c'est quoi le Bitcoin, c'est quoi la blockchain, etc. Et donc, en fait, on s'est dit qu'un commencer un investissement, un partenariat, c'était quand même la meilleure option. Voilà. Donc je ne trahis aucun sujet. Donc j'ai fait le tour. Alors on est une banque européenne. Odo, Oui. c'était en France, en Allemagne, en Suisse, et on a des bureaux de représentation dans d'autres pays. Et donc on a fait le tour un peu de tout ça. Et c'est vrai que CoinHouse est sorti comme le champion. Pour plein de raisons. Déjà, ils ont une équipe extraordinaire, vraiment de grands talents. On a Nicolas Louvet qui quand même incarne, comme tu l'as dit, je pense qu'il incarne le côté, on va dire, bon élève du sujet. Il n'est pas du tout dégène, ce qui est très bien. Et il a compris en fait ce sujet d'accompagner en fait des institutionnels et d'être le partenaire de choix des institutionnels sur, on va dire, mettre le premier pas dans la blockchain. Voilà. Donc le premier pas, c'est évidemment la crypto en elle-même. Donc c'est s'il y a des clients qui ont envie d'acheter Bitcoin, Ethereum, et je crois qu'une cinquantaine de cryptos. Et puis après, tout l'accompagnement qu'ils ont aussi sur d'autres services qu'ils proposent. Et donc voilà, donc il y a eu un investissement qui a été fait, qui a été révélé un petit peu à notre insu. Euh, voilà, on n'a pas eu la primeur de l'information. Voilà, j'aurais bien aimé, mais on ne l'a pas eu. Et, euh, et donc voilà, donc on était très fiers de le faire. Donc il y a des choses qui sont en train d'être mises en place. Voilà, je peux pas en dire plus parce que voilà, c'est pas à moi de le dire maintenant. Mais il y a des belles choses qui sont en train d'être mises en place. Et je suis vraiment ravi parce que CoinHouse, on sait qu'ils ont eu des, voilà, je vais parler de choses un petit peu publiques. Il y a quand même eu un peu de remous, comme tout le monde, hein. C'est-à-dire que quand il y a eu l'affaire FTX, quand il y a eu l'affaire Genesis, etc., tout le monde s'est fait impacter. Et j'ai vraiment eu la chance de pouvoir, enfin la chance, mais j'ai vu en fait vraiment Nicolas œuvrer Mm. à ce moment-là, et il a été un capitaine d'entreprise absolument extraordinaire, et il a jamais perdu la vision de ce qu'il voulait faire. Et je pense il s'est sorti de toutes ces affaires vraiment la tête haute. C'était effectivement Voilà. pendant toute la problématique de la faillite de FTX, la plateforme de Sam Bankman-Fried. D'ailleurs, le procès aura lieu de SBF en octobre prochain, si ce n'est pas décalé. Et effectivement, Cohen-House a subi quelques fracas. On a un reportage qui sortira dans quelques semaines avec le témoignage de Nicolas qui nous raconte justement quand il apprend cette nouvelle qu'il y a des fonds bloqués de certains clients de Cohen-House, de certains services de Cohen-House qui sont bloqués et comment il essaie d'y remédier et de tenir la barque dans cette tempête financière et d'escroquerie monumentale qu'était FTX, qui sera Mm. jugé en octobre, et effectivement tenir la barque de ses équipes et des clients pour y répondre au mieux. On a un reportage qui sort très prochainement. Donc effectivement, tu as vu l'envers du décor, puisque c'était quelques semaines autour de cette annonce Ouais, c'était de intense. Ouais. partenariat. C'était super intense. Il y avait eu d'ailleurs à ce moment-là plusieurs autres problématiques sur des partenariats qui ont été impactés, mais je sais l'énergie qui est mise par toutes les équipes de chaque côté pour essayer d'y répondre, parce qu'encore une fois, c'était pas un problème systémique, c'était un problème d'une arnaque de Ouais. quelqu'un de l'extérieur qui était SBF. Mais en tout cas, effectivement, vous avez fait cette annonce qui avait fait beaucoup de bruit, parce que c'était voilà, une banque traditionnelle qui vient à l'encontre de CoinHouse. Ça nous dit pas tout ça, mon cher Alexis. Pourquoi tu quittes Ouais. du coup alors que ce groupe est si bien le monde de la finance traditionnelle pour aller dans le Web3? C'est pas un problème de groupe, c'est une vision différente. On a vu ton parcours. En fait, tu prends un nouveau challenge, un nouveau risque. Tu peux nous le raconter dans quelques secondes pourquoi tu fais ce pas et qu'est-ce qui t'a bridé dans la finance traditionnelle que tu vas chercher dans le Web3 et qu'est-ce que tu es parti chercher? Bah écoute, en fait, la réponse, elle est assez amusante parce que, en fait, c'est vrai que j'ai eu de la chance quelque part parce que dans ce monde, on va dire, de la tradfi, j'étais dans une des banques qui finalement comprenait mieux le sujet et qui avait envie d'y aller. Ce qui est pas quand même le cas de tout le monde, et puis d'aller dans la crypto, de comprendre la crypto et pas que la blockchain. Donc c'était quand même super intéressant. Et en fait, j'ai eu, enfin c'est une rencontre, c'est quelqu'un que je connais, que je commence à bien connaître maintenant, qui est Vincent Sebag, qui était chez Cathay, dans le fond Cathay Ledger.
que tu dois sûrement connaître, que je rencontre en fait, on se voit au lancement du Ledger Stacks. Et il me dit, ah Alexis, faut que je te dise, machin, je pars, j'ai envie de monter ma boîte. Et je dis, oh là là, la chance, moi aussi j'aimerais bien me relancer, mais j'ai pas vraiment d'idée et tout. Et là, il me regarde et il me dit, mais Alexis, mais comment tu peux me dire que t'as pas d'idée? Il y a tout à faire. On est au tout début de l'histoire. Et tu vois, c'est ce genre de phrase mais elle m'a hanté pendant 2 3 jours. Elle m'a hanté pendant 2 3 jours. Je dis, mais c'est vrai, il a raison. Et si tu veux, bah, tu connais le sujet par cœur, parce que toi, t'es déjà complètement dedans, mais c'est quand même, si tu veux, il y a quand même assez peu, on va dire, de techno, ou en tout cas d'écosystèmes, où tu as autant de variétés de personnes. C'est-à-dire que tu es quand même dans un endroit où tu as des gens de la tech, des devs, tu as des gens de la finance, tu as des gens, tu as des sportifs, tu as des marketeurs, tu as des artistes. Tu as tous ces gens-là, en fait, qui se réunissent autour de, en fait, la blockchain va complètement changer la manière dont on travaille. Et tu sais, ça fait quoi, quasiment 20 ans maintenant que je suis dans la tech. J'ai jamais connu en fait ce moment-là. Tu vois, j'ai l'impression de. Alors on fait toujours cette analogie. Oui, c'est Internet en 96, en 97. C'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais l'impression de commencer un petit peu tard, mais en fait c'était vachement tôt. Et là, vraiment, c'est la première fois de ma vie que vraiment je me dis, il y a une technologie et des gens, parce que j'ai aussi rencontré des gens absolument brillants, mais brillantissimes. Alors il y a beaucoup évidemment de scams, il y a beaucoup de gens enfin, qui sont très très, mais quand même, voilà, ça attire des talents absolument exceptionnels, de gens qui si tu veux, turbinent mais à la vitesse de l'éclair, ont des compréhensions extrêmement précises et fines des industries qu'ils veulent attaquer et de ce que la blockchain peut apporter. Et c'est vrai, parce qu'on dit toujours, ouais, la blockchain, c'est la solution à tout. C'est pas vrai. Il y a des sujets sur lesquels la blockchain ne sert à rien. Et il y a plein de gens qui disent, mais si, quand même. Mais quand elle sert à quelque chose, il y a quand même des gens d'une qualité absolument exceptionnelle qui essayent justement d'apporter des nouvelles solutions technologiques qui vont complètement changer la donne, la chaîne de valeur de tout un paquet d'industries. Donc, si tu veux, voilà, cette phrase qui tourne, tout cet environnement quand même de gens un petit peu passionnants, etc. Je me suis dit, en fait, il faut se remettre en danger et ressauter le pas pour aller justement en fait faire ça full time parce qu'en fait this is the place I want to be. Et je pense qu'aujourd'hui il y a assez peu d'univers aussi excitants que celui-là. Alors évidemment en ce moment c'est le bear market, le sentiment de marché est un peu bas, il y a toujours du FUD, fear, uncertainty and doubts, mais au-delà de ça je pense que quand on sait ce qui se passe derrière, quand on voit, on va dire, l'énergie qui est déployée par des gens, on va dire, des instits, mais aussi plein de projets exceptionnels, bah voilà, on se dit c'est le moment. En plus, on est en France. Je trouve qu'il se passe quand même des choses assez extraordinaires, en tout cas de ce que je peux voir. On a quand même, alors c'est amusant parce que je pense qu'on a un pays qui culturellement est fait pour être bon dans la blockchain. En tout cas, dans ce qu'elle est aujourd'hui, on a un pays d'ingénieurs, on a des super écoles Ouais, d'ingénieurs, ouais. et on a aussi toute une industrie créative, du luxe, etc., qui est la meilleure du monde. Et c'est vrai que, en fait, aujourd'hui, en tout cas dans l'état de l'art de la blockchain, le fait d'être bon dans ces deux sujets fait que on est quand même plutôt pas mauvais à l'échelle internationale et on a un écosystème quand même puissant qui est en train de se mettre en place. Je pense que voilà, il n'y a pas une semaine sans une annonce d'un un gros mastodonte, en tout cas étranger, qui vient s'installer à Paris, donc ça Ouais. ou en France. Voilà, tu as ton initiative voilà, qui va se lancer bientôt, qui est quand même pareil, je pense une belle démonstration de la dynamique qui est en train de se mettre en place et de l'effort, on va dire, à la fois du gouvernement et on va dire, de l'écosystème de financement qui est autour et de tous les accompagnants, parce qu'il en faut pour ces startups, qui est vraiment, on va dire, aujourd'hui beaucoup plus mature qu'il y a 15 ans et qui a vraiment envie d'avancer sur le Web3. On a des conférences extraordinaires, la Paris Blockchain Week, c'est top, NFT Paris, c'était génial. Voilà, on a tout ça. Et donc, je me dis, bah voilà, il faut que j'essaie d'apporter, en tout cas, ma petite pierre à l'édifice. On dit souvent que les ingénieurs, on n'arrive pas à les garder, on les forme et puis ils partent. Est-ce que tu penses que le Web3, c'est une des occasions en or pour les retenir en France? Ben ouais, je pense. Je pense parce que si on a le bon environnement, je vois pas pourquoi il partirait ailleurs. D'ailleurs, on voit aux États-Unis, en ce moment, c'est quand même pas l'environnement le plus propice pour aller partir bosser dans le Web3. On sent qu'il y a quand même, voilà, une démarche anti-innovation, même j'ai envie de dire. De C'est-à-dire que manière c'est pas générale. que voilà, c'est pas que la blockchain. Donc on est quand même dans un environnement qui est un peu moins stable. Et je trouve qu'aujourd'hui, l'Europe et la France
c'est peut-être en tout cas le terreau peut-être le plus fertile pour aller chercher des talents, des partenariats, du financement et pouvoir développer des protocoles qui soient des protocoles qui impactent, parce que c'est ça aussi le jeu de la blockchain, c'est global by design. Donc en fait, si le truc marche, les effets de réseau aujourd'hui sont tels que on peut avoir des succès assez fulgurants et on en a. On a des champions aujourd'hui. D'ailleurs, les plus grosses levées de fonds, la plus grosse levée de fonds française, c'est une boîte blockchain. C'est assez fou de voir justement là, tu parlais des États-Unis, l'erreur stratégique qui est faite aujourd'hui par le pionnier de l'innovation historique pourtant jusque-là, qui sont les États-Unis, que sont les États-Unis, et de voir que, pour aller un tout petit peu plus loin dans les propos, la Security and Exchange Commission, alors j'ai pas un accent aussi bon que le tien, mais la SEC, l'AMF, enfin le régulateur américain est en train de mettre, de par le non-positionnement qu'il offre aux startups, par le flou juridique, est en train de faire une grave erreur pour l'innovation aux États-Unis. Et effectivement, en France, depuis 2017 avec la loi Pacte, avec MICA en 2024-2025, justement, sur l'impulsion de la création de la loi Pacte, il y aura ce règlement européen. Et je trouve que entre l'erreur stratégique qui est faite outre-Atlantique et la clarté réglementaire que nous sommes en train d'apporter à cette industrie, qui est par les efforts de beaucoup de gens de l'industrie du Web3, la donne en tête de proue, assez, assez bien dosé entre protection du consommateur et innovation, qui n'a pas encore tranché sur la DeFi, qui laisse le temps à la DeFi, la finance décentralisée de se préciser. Pareil sur les NFT, qui a vraiment la chance de pouvoir draguer ces entreprises qui, du coup, sont perdues aux États-Unis. Et c'est la première fois, je Ouais. trouve, qu'on peut vraiment se dire, on a la réglementation, elle n'est pas trop stricte, elle est plutôt claire. Les États-Unis font une grosse bêtise, on a une carte à jouer. Est-ce que tu sens la même chose? Ouais, totalement. Non, mais Ouais, vraiment, vraiment totalement. Et c'est drôle parce que finalement, l'Europe, on est très très fort pour faire des règles, souvent beaucoup. Et alors, ce qui a permis quand même aux États-Unis ou même d'autres sociétés asiatiques de se développer beaucoup plus rapidement que nous, en tout cas dans la vague Web 1, Web 2. Là, je trouve que pour la vague Web 3, on a des assets. On va dire de marché que les autres régions n'ont pas. Comme tu dis, la clarté réglementaire, c'est clé. Le passporting, ça va être génial. Quand tout ça, ça va passer au niveau européen, enfin Mika, c'est une vraie chance, hein. Enfin, c'est drôle d'ailleurs. Quand on regarde dans l'univers bancaire, la réglementation, c'est toujours à la fois un risque et un poids, mais c'est aussi une opportunité de faire plein de choses. La blockchain, pour l'instant, et les cryptos, ça a été dans une zone très grise qui finalement, en tout cas dans toutes ces innovations, de toute façon le début c'est toujours dans une zone très grise. Et très rapidement, alors je sais pas comment c'est, enfin qu'est-ce qui a été facteur déclencheur de ça, mais je pense que c'est un sujet qu'on a pris très rapidement au sérieux. mm, Je pense que la compréhension de l'impact que ça pouvait avoir a été pris, mais même dès 2015, je pense, très rapidement au sérieux. On voit Franck Guyader, que je connaissais à l'époque quand il était à l'AMF, quand ils ont lancé tout c'était quoi leur tampon AMF pour les ICO à l'époque, ouais. c'est quelqu'un quand même qui connaît le sujet sur le bout des doigts. Enfin, c'est dire qu'on voit le régulateur, il connaît très bien le sujet. Voilà, et il a compris, je pense, les enjeux du sujet. Alors après, personne n'est parfait, il y a des gens qui voudraient plus, moins, etc. Mais en tout cas, il s'est passé quelque chose. Et je trouve que voilà, la France, on a une carte à jouer absolument exceptionnelle en ce moment. Voilà, et donc il faut Et, que ça dure, il faut que ça dure. Et au dernier sondage, effectivement, au dernier rapport, Adan, KPMG, Ipsos, quelques chiffres qui commencent à être de plus en plus connus, mais celui d'avril l'incarne encore, 10% de Français qui détiennent des actifs numériques. C'est assez important, c'était vite l'année dernière, donc en augmentation malgré, on a parlé de la faillite de FTX, on a parlé de la baisse des cours, malgré ça, il y a une adoption qui grandit, une adoption aussi côté des entreprises qui adoptent le Web3. Sur le financement, sur les emplois, 7000 emplois en France, directs et indirects, 1200 milliards injectés en 3 ans par les financeurs publics et privés, 80 millions sur ces 1,2 milliard, 80 millions par la BPI, c'est assez fou. Effectivement, c'est un engouement réel de toutes parts sur quelque chose qui a vraiment sa place à jouer et qui s'incarnera. Ce sera l'objet d'un autre podcast dans quelques semaines avec d'autres intervenants, avec toute cette thématique de l'intelligence artificielle, parce que cette valeur qui pourrait être dans une première grille de lecture détruite, elle va être capturée ailleurs. Le Web3, les actifs numériques sont des outils fabuleux pour essayer de capturer cette valeur crypto-monétaire issue de l'intelligence artificielle générative et toutes les autres formes d'intelligence artificielle. Et c'est vrai que quand tu fais ce topo-là,
t'as envie de te lancer à fond. Et alors, dans quoi tu t'es lancé, Alexis? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Est-ce qu'il y a quelque chose d'arrêté ou pour l'instant, bah, tu regardes un petit peu à droite à gauche? On parlait de Cube 3 parmi tes activités. Est-ce que voilà, c'est des choses que tu fais aussi à côté, là, de regarder, d'essayer d'accompagner ces entreprises? Qu'est-ce que tu fais de tes journées désormais? Bah écoute, alors c'est vrai que c'est très frais, hein, donc ça fait 3 semaines, mais en fait finalement j'ai quand même pris un peu les devants il y a quelques temps pour commencer à réfléchir. Alors je suis au début de ma réflexion. Alors ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'accompagne pas mal de startups dans leur financement. Alors en fait, je suis dans la phase, on va dire, avant les fonds. Donc, je les aide à structurer leur dossier. En fait, si tu veux, bah, tu le disais un petit peu, on dit toujours les ingénieurs, ils partent, mais aussi, bon, ouais, il y a plein d'ingénieurs qui sont très très bons à fabriquer des produits, mais aller lever des fonds et aller expliquer pourquoi on a besoin d'argent, etc., c'est tout un art. C'est pas si simple que ça. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de projets qui en fait oublient à ce moment-là. Alors après, j'ai l'impression que c'est des poncifs parce que je l'ai entendu tellement et tellement et tellement, mais en fait, une levée de fonds, c'est toujours un moment où on va préparer un peu sa société à la phase de croissance qui va venir après. Et donc, il faut avoir pensé à tout. Faut tout structurer. Il faut, en fait, dans le moment où on va aller présenter son dossier à un fonds ou à des investisseurs, hein, quels qu'ils soient d'ailleurs, il faut quand même avoir tout en tête et bien expliquer voilà, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi on va le faire, pourquoi on a besoin de cet argent-là, comment on va structurer la société, à quoi vont servir les fonds, et un peu la vision de là où ça envie, enfin, ils ont envie d'être dans 2, 3 ans, etc. Ouais. Et c'est un vrai travail de fond parce que c'est jamais aussi simple que ça a l'air. Et puis après, une fois qu'on a aussi enclenché la dynamique avec les fonds, c'est comment gérer tout ça, parce qu'il y a jamais, enfin, il y a toujours un lead, mais il y a assez rarement quand même un seul investisseur qui investit. Donc voilà, il y a toute une dynamique entre les différents investisseurs qui est aussi parfois assez compliquée. Et donc derrière, voilà, pareil, je les accompagne. Je les accompagne sur un peu la compréhension de la dynamique des enjeux et comment essayer d'arriver à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire lever des fonds. Voilà. Ouais, c'est assez passionnant, effectivement. Et puis, l'écosystème, là, pareil, hein, d'un point de vue français, est assez bien nourri avec des fonds, comme tu as cité Ledger Cathé, 100 millions d'euros, d'autres qui ont des portefeuilles assez importants, Stake Capital, qui est spécialisé dans le Web3. Mais il y en a plein, des fonds TGV, et ça représente à peu près entre 3 et 400 millions potentiels d'investissement dans le Web3 de la part de ces VC privés, publics et parapublics. Donc, c'est assez énorme. Et du coup, je suis trop content que tu viennes à Cube 3 avec tout un tas d'acteurs autres comme Faustine Fleuret de la DAN, Owen Simonin, Asher et autres autour de Cube 3 pour apporter ton expertise à nous incuber et accélérer sur cette thématique qui est très importante parce qu'une bonne idée non visible, ça ne sert pas à grand-chose, mais une bonne idée pas financée, ça sort jamais. Et il faut faire attention à comment on lève. Et c'est ton domaine d'expertise depuis toujours, donc c'est super intéressant de le voir. Et justement, aujourd'hui, le financement, est-ce qu'il y en a toujours? Est-ce que ça s'est un peu calmé avec ces cours qui baissent et avec tous les déboires? Ou est-ce que justement, avec l'innovation qui arrive et surtout le cadre réglementaire, on commence à revenir doucement avec l'argent en main? Non, non, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Après, pareil, je veux dire un grand poncif, mais il y a toujours de l'argent pour les bons projets. C'est plus compliqué, les valos sont pas du tout les mêmes. Alors, ce qui est pas plus mal parce qu'on était parti sur des valos qui étaient complètement délirantes, je pense, en plein bull run. Et ce qui est aussi plus sain, je pense, pour les projets, c'est-à-dire que généralement, les gens qui lèvent en plein bull run, ils font n'importe quoi avec l'argent qu'ils ont levé. Et d'en avoir trop vite, enfin, à moins d'avoir vraiment je veux dire, un produit qui en a besoin, l'histoire prouve que c'est jamais non plus très sain et très bon pour les entreprises parce qu'il y a beaucoup d'argent qui est brûlé en faisant n'importe quoi. Donc en fait, ces périodes telles qu'on les vit en ce moment, c'est les périodes où justement on revient sur les fondamentaux de la boîte, sur c'est quoi les leviers de croissance, c'est quoi finalement le cœur, le core de mon produit ou de mon service. Là où je dois mettre mon focus, est-ce que j'ai pas la moitié de mon équipe en fait aujourd'hui qui sert à rien, et ça permet voilà peut-être d'être plus agile aujourd'hui, de revenir sur des structures qui sont, on va dire, voilà, un petit peu plus légères que ce qu'elles auraient pu être, et derrière de pouvoir relancer une nouvelle phase de croissance derrière. Donc voilà, ces phases-là aujourd'hui, elles sont compliquées, mais ça dure jamais éternellement. Je pense que la blockchain a tellement de potentiel que de toute façon, à un moment donné, de toute façon, le marché va se détendre d'une C'est manière ça. générale et même parce que même les fonds aujourd'hui, hein, peuvent avoir Parce que du c'est mal pas à lever propre de à l'argent, hein. l'écosystème Web3, effectivement, c'est propre Voilà, à l'économie en général.
Exactement, exactement. Donc c'est tout le monde qui a un petit peu de mal à lever, mais voilà, si on a vraiment un projet qui est un projet, un killer project, et qui, on va dire, raisonnable dans son approche de levée de fonds, et qui a un plan qui est vraiment très structuré, elle peut quand même absolument totalement y arriver. Voilà. Ledger a levé 100 millions d'euros il y a quelques semaines. Donc, effectivement, Voilà. a priori, pour les projets qui ont du sens, ça se trouve encore et ça se finance encore. Donc, Exactement, mais c'est exactement. peut-être un peu plus tendu. C'est-à-dire qu'on a, veux-tu dire par là, Alexis, qu'on ne doit pas lever 10 millions d'euros pour partir en vacances à Bali avec ses équipes quand on a créé une chaise sur le Ouais. métavers? C'est pas ça à la base. Ouais, ouais, C'est pas ça le but. ouais, ouais, et partir en jet avec ses copains, non, non, Ah ouais, oui. non, non, mais la base, non, non, bah écoute, non, mais justement, en fait, c'est drôle, d'ailleurs, on voit après la vague Covid, hein, qu'il y a même beaucoup de boîtes qui ont même plus de bureau, enfin, c'est ça qui est quand même assez même Mm. incroyable. Dire que on a vécu une phase assez incroyable, quand même, je trouve, de transformation même totale de la société. Les startups, avant, bah, il y avait quand même un peu le côté cool d'être soit dans un coworking ou d'avoir des bureaux un peu stylés. Aujourd'hui, même ça a disparu. C'est-à-dire qu'il y a des boîtes très sérieuses qui se lancent et ils n'ont pas de bureau. Moi, je trouve ça absolument fascinant. Et donc, on est quand même, on va dire, dans des économics qui sont un petit peu différentes de celles d'avant. Et aujourd'hui, il y a même des manières de, on va dire, euh, enfin, ramener des compétences dans un projet qui sont presque décentralisées. Aujourd'hui, c'est assez amusant. Je pense que la décentralisation, au-delà de la blockchain, est un concept qui commence à rentrer vraiment dans la tête des gens et même dans la manière dont ils organisent leur entreprise. Ouais, c'est clair. Et moi, je voulais avoir, pour finir cet échange, ton avis sur la finance décentralisée, puisque tu connais très bien la finance traditionnelle. On en a parlé en fil rouge de cette innovation dans la finance traditionnelle. La finance décentralisée, alors qui est incarnée par AAV notamment, on connaît très bien Mark Zeller sur ce podcast que j'ai l'occasion de recevoir à beaucoup de reprises. Comment tu vois cette innovation? Est-ce que c'est une rupture réelle? C'est aujourd'hui 50 milliards de dollars sur les blockchains, hein, si je dis pas de bêtises. On sait justement, on parlait Ouais. de régulation, que on commence à se pencher d'un point de vue régulateur sur ces sujets-là. Alors, vraie rupture d'innovation, vrai nouveau chantier, ou est-ce que encore des choses à prouver? Bah, pour moi, on revient en fait à la discussion qu'on a eue au début, de se dire, en fait, si la blockchain devient l'infrastructure on va dire, de la finance au global dans les 10-15 années à venir, bah, c'est de la DeFi, hein. C'est-à-dire que la DeFi sera le standard, en fait. C'est-à-dire que dans la décentralisation et l'utilisation de la blockchain pour tokeniser des assets, créer des assets, échanger ces assets, faire des whitelists, des blacklists, et tout ce qu'on veut d'ailleurs, parce que c'est ça la magie d'un token, hein. Un token, c'est du code, donc on en fait vraiment ce qu'on veut. Bah, si c'est ça le futur, bah, la DeFi, en fait, va devenir la norme. Hmm, ok. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a des protocoles comme AAV, etc., qui, on va dire, on va tester dans un monde avec de la pure crypto, et qui, en fait, quelque part, je pense, peuvent aussi construire l'infrastructure de demain qui pourra être utilisée d'ailleurs par des grandes banques, parce qu'ils auront testé des protocoles, testé des smart contracts en prod, qui pourront finalement être la tuyauterie de demain de l'industrie financière. Ouais, effectivement. Et si tu avais, et on se quittera là-dessus, Alexis, un projet ou une couche narrative du Web3, si c'est trop précis pour toi, avec tout ton œil d'expertise de directeur d'innovation et de tout ce que tu as fait, un projet, c'est pas un conseil d'investissement, c'est pas un truc sur lequel il faut faire all-in, surtout pas. Ça peut très bien être même un projet qui n'a pas de token. Je t'avais pas prévenu sur cette question, mais je t'ai prévenu de rien d'ailleurs sur cet échange. Oui, c'est Alors vrai, là, c'est j'étais obligé vrai, de chercher pour ceux c'est qui ne sont vrai, pas là, sur le podcast en vidéo, ouais. lever les yeux au ciel. Voilà, une innovation, un projet à une tranche d'innovation plus globale, si ça te rassure, sur lequel tu jeterais ton dévolu, ça serait quoi? Ah, mais this is not financial advice, hein. Évidemment, je l'ai précisé. Je tiens à préciser. Bah, il y a, Et ton amour, tu alors, vois, ton dévolu, pas ton argent. Ça va. ouais, alors non, alors il y a un protocole que j'aime beaucoup qui s'appelle Kujira, qui est sur Cosmos, qui est une blockchain de DeFi. Vraiment, je trouve que l'équipe est extraordinaire et elle ship très vite ses produits. Enfin, vraiment, ils étaient sur Luna à la base et ils sont partis chez Cosmos. Et je trouve que vraiment, ils font un travail remarquable. Voilà, donc je vois que d'ailleurs, enfin, j'entends beaucoup plus en plus de bruit autour Qu'est-ce de qu'ils cette font? blockchain. Bah, c'est vraiment de la DeFi. Ils ont plein de Ok. protocoles DeFi en fait sur leur propre blockchain. Et puis après, je pense que voilà, moi j'aime bien la photo et voilà, il y a un projet aussi que j'accompagne en ce moment qui est dans la photo. Et c'est vrai que voilà, je trouve que la photo s'y prête, enfin se prête
particulièrement bien à la blockchain parce que une photo aujourd'hui, by design, elle est numérique. Enfin, en tout cas, 99,6% des photos aujourd'hui sont sur format numérique. Donc, le fait de les NFTiser et le fait qu'aujourd'hui, finalement, quand on va acheter une œuvre, on achète une œuvre digitale. Enfin, c'est ça, on va dire le format standard, le form factor standard de cette œuvre-là. Je pense que ça va être quelque chose qui va avoir un impact qu'on sous-estime aujourd'hui beaucoup. Et c'est drôle d'ailleurs parce que en fait, on a tous l'habitude d'avoir des choses à afficher chez nous, de se dire bah ouais, mais une photo, moi je veux l'avoir sur mon mur, mais en fait la photo à la base, elle existe de manière digitale. Et il faut aller à la NFT Factory pour comprendre en fait ce que c'est et de voir d'avoir le wow effect, de se dire ah ouais, mais en fait c'est cool d'avoir un NFT sur mon mur. Et d'ailleurs, on peut même l'acheter directement avec un QR code, c'est extraordinaire. Enfin voilà, je trouve qu'il y a plein de choses très intéressantes qui se passent là-dessus, qui est bah pareil un énorme marché. Hein. Oui. Et je pense qu'il y a des choses assez intéressantes qui se passent dans cet univers-là. Voilà. Dédicace à Pascal Boyard pour ceux, pareil, qui sont sur la vidéo. Derrière moi, c'est l'un des portraits des potentiels créateurs de Bitcoin que je ne nommerai plus et qui effectivement a son œuvre aussi en version NFT. Pascal Boyard, qui est l'un des artistes NFT que j'affectionne particulièrement, et la NFT Factory que tu citais, et ce super lieu Ouais. pour expliquer les NFT, pour en regarder, pour en acheter en face à Paris de Beaubourg pour les Parisiens et qui est un lieu d'exception avec plus de 200 personnes qui interviennent très souvent, vraiment focus NFT. Et j'adore y passer parce que c'est vraiment inspirant et on y découvre toujours des choses nouvelles, ce qui Ouais, fait ça ouvre les la yeux. Ça différence. ouvre les yeux, vraiment. Ouais. Ouais, totalement. Ouais, c'est très sympa. Merci beaucoup, Alexis, en tout cas, d'être venu sur ce podcast Bah, un peu merci différent Valentin. de ce qu'on fait d'habitude. Encore une fois, c'était un parcours, mais un parcours que j'adore, qui inspire et qui fait aussi un état des lieux, puisque tu as t'as fait le saut non pas dans le vide, mais de l'innovation tradie au Web3. On suivra du coup un peu ton parcours. Déjà, encore une fois, on te retrouve à La pression est l'inauguration. là. Ouais, bien sûr, évidemment, l'écosystème te regarde. Et déjà, encore une fois, on se retrouve à l'inauguration de Cube3 en septembre en tant que participant, en tant que mentor sur l'innovation. Donc, c'est trop cool et sur le financement. Avec grand plaisir. Donc, on pourra suivre aussi tous tes sujets. Merci d'être venu vraiment Merci. transcrire ton parcours que je trouve très inspirant et qui incarne toute cette vague de personnes qui quittent leur travail pour aller dans le Web3. À très vite, Alexis. Salut Valentin.